Philippe Dubois, Patrick et Laurent Gauvin. 3 hommes, 3 paumés, qui pensaient avoir trouvé le moyen pour sortir de la galère, assassiner une mère et son fils pour voler leur magot. Des victimes idéales, ces Véran Raspini. Des gens qui n'ont pas d'amis, pas de famille proche, qui ne sortent jamais de chez eux pour mieux compter leurs sous. Qui s'inquiéterait de leur disparition? Et pourtant... Colline de Guéraud, sur les hauteurs de Nice, mars 2002. Les voisins de Francine Véran Raspini sont inquiets. Voilà plusieurs jours qu'ils sont sans nouvelles de cette femme de 71 ans et de son fils Marc. Il a 47 ans et vit avec elle sur la propriété. Devant l'énorme bâtisse, le courrier s'amoncelle et dans la maison, le chat erre, affamé. La dernière fois que j'ai vu Madame Raspini, c'était, si je me souviens bien, un dimanche après-midi, le dimanche 10 mars. Je l'ai vue là. D'ailleurs, elle s'était accrochée avec un couple de visiteurs qui venaient pour des gens bien habillés, qui présentaient bien. Et puis après, je l'ai aperçue, j'ai dit bonjour. Et depuis ce jour-là, on ne les a plus vus. Les Véran Raspini ne s'absentent pourtant jamais sans confier le chat. Et sans prévenir Kamel, le jardinier. D'habitude, chaque matin, elle vient me voir. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, elle n'est pas venue. Tout le monde a sont choqués, où il est allé. Et après, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les locataires de Madame Raspini? Ils vont appeler le pompier. Les pompiers se rendent sur place le 15 mars. Ils libèrent le chat, mais ne peuvent pas faire plus. Car dans la maison, il n'y a personne. C'est donc la police qui prend le relais. Ils ne sont pas du tout habitués à s'absenter. Les Raspini étaient partis une fois en croisière et ils en avaient parlé longtemps avant et longtemps après. Et là, on fait un message. On fait ce qu'on appelle une RIF, recherche dans l'intérêt des familles, donc un message qui sera diffusé au plan national, police, gendarmerie, douane. Des gens casaniers et routiniers, ces Véran Raspini. Voilà ce que les policiers découvrent. Ils apprennent aussi que la vieille dame et son fils sont à la tête d'une énorme fortune. Des appartements et des immeubles dans le centre-ville de Nice et un immense terrain sur la colline de Guéraud. Madame Véran Raspini, qui est issue d'une vieille famille niçoise, gère les biens immobiliers de sa famille, un petit peu à l'ancienne. Elle est favorable au paiement en liquide de ses loyers. Elle a eu des problèmes avec le fisc, donc elle a décidé visiblement de ne plus verser son argent sur des comptes. Elle vit un petit peu d'un système qui est assez autarcique, qui est fermé. Son terrain, Francine l'a découpé en lopins de terre. Elle les loue à des particuliers qui veulent jardiner. Certains habitent même dans les cabanons qu'elle a fait construire. Elle a une vingtaine de locataires. Pourtant, malgré de confortables revenus, la mère et le fils vivent chichement. Pour moi, c'était une femme de tête et d'affaires, ça c'est sûr. À fort caractère. Elle gérait sa propriété comme elle l'entendait, mais bon, c'est vrai que pour moi, elle était proche de l'argent, hein, elle aimait bien. Moi, j'ai constaté plusieurs fois que bon, 1 centime, c'était 1 centime. Elle y tenait. Madame Raspini, c'est une dame, on dirait Boris Yeltsin, quelque chose comme ça. C'est elle qui commande à tout, c'est tout. Elle a un caractère de patronne, voilà, c'est ça. C'est le caractère de Madame Raspini. Elle vous donne pas ou elle vous prenne rien. C'était même quand elle... le jour quand elle me paye, s'il y a 20 centimes, 1 centime, elle vous donne dans l'enveloppe. Lorsqu'on la voyait, on avait plus l'impression que c'était une pauvre femme, une pauvre malheureuse. Parce que de la façon de se vêtir, c'était un peu... bon, un peu juste, quoi. Depuis la mort de son mari, Francine Véran, veuve Raspini, vit isolée avec son fils. Ils ne sortent pratiquement jamais.
Même les cousins germains ne seront pas en mesure de nous les présenter comme assistants aux fêtes de famille, etc. Ils sont assez repliés sur eux-mêmes. Et petit à petit, Madame Raspigny ne recevait plus personne à l'intérieur de son domicile. Personne ne met les pieds chez elle. Même pas ses locataires. Lorsqu'ils viennent payer leur loyer, elle les reçoit dehors, sur la terrasse. D'autres lui déposent les enveloppes directement dans sa boîte aux lettres. Elle vit avec son fils, c'est tout. Et son fils, il est un peu malade. Donc Madame Raspigny, elle le traite, son fils, comme un bébé. Quand il essaye de discuter avec quelqu'un, elle dit chut, chut, chut. Toujours, elle le dit comme ça. Marc ne travaille pas. Il aide sa mère dans la gestion de leurs biens et lui sert de chauffeur. Il souffre de problèmes psychologiques qui lui ont valu plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Et tant de fois, il se gonfle la tête et il commence à crier, à casser. Il y a eu une intervention de police à son domicile une fois précédente pour le calmer et obtenir sa reddition dans une espèce de petite crise. À cette occasion, on s'est aperçu aussi que Madame Véran-Raspigny n'était pas quelqu'un qui se laissait faire, qui ne se laissait pas convaincre par 2 policiers en uniforme pour apaiser la situation. Au final, des gens assez sauvages qui ne quittent jamais leur maison. Peut-être pour mieux couver leurs biens. Commandant Alain Brunache, vous êtes le chef de la brigade criminelle à la PJ de Nice. Quelles sont les premières hypothèses au début de l'enquête? Les hypothèses sont larges. On balaye de la disparition inquiétante classique d'adultes pour une raison qui leur est propre. On peut imaginer aussi à ce moment-là un double suicide ou un geste désespéré du fils, puisque Marc Raspigny avait une personnalité un petit peu particulière. On peut également envisager un enlèvement, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de demande de rançon, donc tout est ouvert à partir du moment où la police judiciaire revendique cette saisine. J'imagine que du côté de la famille, vous interrogez tout le monde. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Du côté de la famille, ce sont des gens qui vivent un petit peu en reclus, qui se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont coupé les liens avec leur famille, ils ne reçoivent plus leurs parents, en particulier leurs cousins. Et ce sont, je dirais, des rentiers sur le retour. Ils vivent repliés sur eux-mêmes. Est-ce que ces gens ont de l'argent, beaucoup d'argent? Alors, ces gens ont de l'argent. Et cet argent ne va pas en banque. En tout état de cause, tous les locataires, toutes les personnes qui les côtoient au quotidien savent qu'il y a des rentrées d'argent importantes. Les policiers interrogent les hôpitaux, les commissariats et même les instituts psychiatriques. Mais aucune trace des Véran-Raspigny. La brigade criminelle reprend l'affaire et monte perquisitionner la maison. D'abord, c'est une belle bâtisse niçoise de l'extérieur avec des beaux jardins, des belles fleurs. Il y avait des légumes plantés et puis vraiment une colline magnifique. C'est une colline qui est vraiment dans un espace à Nice très vert. Mais à l'intérieur de la maison, changement de décor. La maison est complètement délabrée. Elle est laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Aucun travaux sérieux n'a été fait ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Et les pièces sont dédiées à différents entassements. C'est meublé très vieux, c'est les années 50, du vieux mobilier, et puis rien n'a été fait. C'est une vieille maison où tout s'est figé. C'était un peu, disons, un capharnaüm. Les poubelles n'étaient pas vidées, on ouvrait les placards, il y avait des sacs qui tombaient. Dans l'espace de Madame Raspigny, il y avait des vêtements au sol, l'armoire n'était pas rangée, le lit était encore défait. Donc ça, c'était important pour nous parce qu'on avait vraiment l'impression que les gens étaient partis précipitamment. Chez eux, pas de papier d'identité, pas d'argent liquide. Les Véran-Raspigny peuvent-ils avoir pris l'avion? La semaine où tombent les loyers, difficile d'y croire. On remarquera dans la boîte aux lettres des enveloppes contenant du liquide avec juste une mention, Pierre, et puis 50 €, Marc, 200 €. Francine n'était vraiment pas le genre à laisser traîner de l'argent. Mais ce qui est bizarre, si les Véran-Raspigny ont été agressés, c'est qu'il n'y a pas de traces de lutte. Juste 2 ou 3 choses qui clochent.
On va découvrir un mégot dans la partie vie de Marc Raspini, alors qu'il ne fume pas. Et ce mégot choque. On a trouvé un carton vide d'ordinateur. Or, en fouillant toute la maison et même le mobil-home de Marc Raspini, on ne retrouvera pas cet ordinateur. Et dans le garage, il y a bien l'une des voitures des Raspini. Mais il manque la Renault 11, dont se sert tout le temps Marc. Tout ça est franchement inquiétant. Quand on part en vacances, en général, on fait ses valises, on vide ses poubelles, on laisse pas de la vaisselle sale parce que si on part 10 jours, on sait que ça va moisir. Donc là, la nourriture du chat était éventrée au sol. Donc là, on a vraiment eu l'impression, au moment où on faisait les constatations, on a pris ça à cœur parce qu'on s'est dit qu'ils avaient disparu ou qu'ils avaient été enlevés. Les policiers en sont là quand une découverte vient relancer l'enquête. 15 mars 2002, parking de l'Arenas à l'ouest de Nice. Un parking que connaissent bien les petits dealers et les prostituées du coin. Ça fait 4 jours qu'une Renault 11 est garée là. De quoi intriguer le gardien du parking qui se rend au commissariat. Elle était garée normalement. Là, il n'y avait pas de problème. Mais il était un petit peu intrigué parce que, là, ça faisait déjà quelques jours que la voiture ne bougeait pas, et puis elle bougeait pas. Les portières n'étaient pas verrouillées. Il a regardé à l'intérieur. C'est là qu'il a trouvé les clés de la voiture, dans la boîte à gants. Et il nous donne l'immatriculation. Nous, on pensait que ça pouvait être une voiture volée, tout simplement. Donc, quelque chose de banal, on va dire une fois de plus. Et on regarde l'immatriculation, et ça ressort donc au nom de Francine Raspini. Voilà, forcément, on fait le rapprochement là est fait immédiatement. Évidemment, on va faire des vérifications d'abord autour du parking en montrant les photos de Marc Raspini, s'il avait été vu dans le parking déposer ce véhicule, ce qui n'est pas le cas. Le parking est tout près de l'aéroport. De quoi relancer l'hypothèse des vacances. Mais pas longtemps, car après vérification, les Véran Raspini ne figurent sur aucun vol. Et c'est vrai que comme on est dans le quartier vraiment des prostituées le soir, on s'est dit dans un premier temps que peut-être Marc Raspini avait descendu son véhicule et a été les voir des prostituées. Grâce au relevé téléphonique, les policiers découvrent que Marc fréquentait justement une prostituée du quartier. Une Bulgare surnommée Katia. Donc nous allons retrouver cette prostituée bulgare qui nous expliquera avoir rencontré Marc à l'occasion d'une passe dans un premier temps, et puis petit à petit d'avoir sympathisé un petit peu avec lui. Et elle nous dira que elle était la copine entre guillemets privilégiée de Marc Raspini. Donc il lui téléphonait 3-4 fois par jour pour savoir comment ça allait. Il lui faisait des cadeaux comme si c'était sa fiancée. Parfois elle avait d'autres clients, donc elle l'envoyait un peu paître, mais il comprenait pas, il était jaloux. Donc il la considérait vraiment comme sa petite copine. Katia explique aux policiers qu'elle n'a pas vu Marc depuis un moment. Mais ça ne l'a pas vraiment inquiétée. Dans le métier, les clients ne sont pas toujours très fidèles. Cette piste sera rapidement écartée puisque donc la piste d'une prostituée ou d'un proxénète qui aurait tué Marc Raspini ou l'aurait enlevé est complètement éloignée puisque on a la disparition à la fois du fils et de la mère. Si on a vu la disparition que de Marc Raspini, peut-être que cette piste aurait été prise plus en compte. Mais là, c'est pas le cas, on a les deux qui disparaissent. Trois semaines après la disparition des Véran Raspini, un cousin de Francine porte plainte pour enlèvement et séquestration. Une information judiciaire contre X est ouverte, mais les policiers n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils reprennent les vérifications de routine et l'enquête de voisinage. Retour à la case départ. Les policiers retournent donc à Guéraud. Ils entendent les locataires des Véran Raspini un par un. Mais la pêche n'est pas très bonne. Le seul témoin qui leur apporte un élément intéressant, c'est Kamel. Ce monsieur nous dit que sur place, il y avait un nommé Philippe Leblanc qui avait eu des problèmes avec Madame Raspini pour une histoire de facture. Et manifestement, il en voulait à Madame Raspini. Une facture d'électricité que ce Philippe Leblanc jugeait trop élevée.
et qu'il refusait de payer. Il était disputé avec Madame Raspini 2-3 fois. Et après, il m'a dit, Kamel, quitte l'endroit, je fais un coup pour Madame Raspini. Quand il m'a dit ça, il est en coureur, il est agressif comme ça. C'est ce que j'ai dit à la police. Kamel le jardinier avait pris peur en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas faire un coup chez Madame Raspini, c'est pas possible. » Donc il l'avait envoyé un peu balader. Et quand Monsieur et Madame Raspini ont disparu, Kamel le jardinier a commencé à s'inquiéter et puis a pensé à ce Philippe Leblanc, savoir s'il n'avait pas fait ce mauvais coup. D'autant que Philippe Leblanc, qui louait un cabanon sur la propriété, était considéré comme marginal. Depuis son arrivée, ça ne se passait pas très bien avec les autres locataires. Ce Philippe Leblanc aussi aura des histoires avec d'autres voisins à cause de son chien. Donc il n'était pas très aimé sur ce petit microcosme de l'Opinter où il y avait certains voisins qui étaient là depuis 20 ans. Or, lui était venu récemment. Bon, il y a eu quelques problèmes par rapport à son chien, par rapport... C'était pas quelqu'un, à mon avis, de tellement fréquentable. Hein. Moi, j'ai jamais eu de mots avec lui, mais bon... Ce n'est certainement pas quelqu'un de facile. Les policiers s'intéressent donc à ce Philippe Leblanc. Et c'est là qu'ils découvrent que l'homme s'est présenté sous une fausse identité. Commandant Brunache, vous avez un nom, Philippe Leblanc. Comment vous procédez alors ? Effectivement, on a un nom, c'est-à-dire on a une orientation, on a un suspect possible. On apprend que ce Philippe Leblanc a eu des mots avec Madame Raspini, avec Francine Raspini. Le Kamel en question, le régisseur en question a été également menacé par ce même Philippe Leblanc. À partir du moment où on a le nom, on fait la téléphonie de Kamel et on s'aperçoit que ce Philippe Leblanc s'appelle en réalité Philippe Dubois. Il est connu des services de police ? C'est un personnage qui a un passé pénal, donc il devient un suspect intéressant. Il va être considéré, bien sûr, et traité comme tel. C'est quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un qui a eu maille à partir avec la justice à plusieurs reprises et qui l'inspire de la crainte, y compris de la crainte auprès de ses voisins. Pendant que les policiers tentent de localiser Philippe Dubois, la Providence donne un petit coup de pouce à l'enquête. Depuis le 10 mars, les policiers gardent un œil sur les comptes en banque des Véran-Raspini. Depuis leur disparition, pas un centime n'a été retiré. Jusqu'au 5 avril 2002, soit 3 semaines plus tard. Nous allons recevoir un avis dès l'établissement bancaire, la BNP, de Madame Véran-Raspini, nous avisant de l'encaissement de 2 chèques d'un montant important. Le premier est de 17 503,51 €. L'autre, de 11 051,83 €. Or, ce n'est pas dans les habitudes de Madame Raspini de faire de si gros chèques. Et surtout, les signatures ont l'air d'avoir été imitées. Alors, nous allons travailler sur les personnes, les bénéficiaires des 2 chèques, Patrick et Laurent Gauvin. Patrick et Laurent Gauvin, un père et son fils. Ce sont des gens qui, sans être à la marge de la société, ils sont en bordure, ils travaillent et puis ils ne travaillent pas, ils sont un petit peu dans des situations d'une certaine précarisation. Ce sont deux personnes qui sont connues de la police, pas pour des faits très graves, mais bon, ils ne comprennent pas pourquoi ils créditent leur compte de 17 000 et 11 000 €. Et ensuite, il y a des débits immédiats en 3 retraits. Ils retirent chacun la quasi-totalité du versement. Les policiers avaient déjà un suspect, Philippe Dubois. Voilà maintenant qu'ils en ont 2 autres, les Gauvin. Et ils découvrent que les 3 hommes se connaissent. Dubois travaille à l'OPAM, l'Office public des Alpes-Maritimes. Il est ripper, autrement dit, il sort les poubelles dans une cité au nord de Nice, près des Moulins. Les Moulins où Patrick Gauvin travaille lui aussi pour l'OPAM, comme gardien d'immeuble. Nous allons les placer sous écoute téléphonique et on va s'apercevoir très rapidement qu'ils sont en relation. Les Gauvin, Patrick et Laurent et Philippe Dubois sont en relation constante. Ils ont des relations d'amitié, ils ont des relations habituelles. On constatera aussi qu'ils ont, pour les Gauvin, un peu plus d'argent, ce qui n'était pas le cas. Laurent Gauvin va s'acheter une montre, va s'acheter de gourmettes, il va faire des cadeaux à sa copine, ce que, alors auparavant, on sait qu'il n'avait pas du tout d'argent.
Mais tout cela ne prouve rien. Alors pour les inquiéter un peu et forcer les confessions au téléphone, les policiers ont une idée. Sortir l'affaire dans la presse, histoire de leur faire savoir qu'une enquête est en cours. Le 13 avril 2002, la disparition des Véran-Raspini fait la une de Nice Matin. Dans ce papier, on pose beaucoup de questions. On insiste sur l'aspect mystérieux, on parle un peu de leur vie, on dresse un peu le portrait de ces gens-là, et on raconte les circonstances de leur disparition, parce qu'à ce stade-là de l'enquête, c'est encore très mystérieux. Cet article paraît, et immédiatement, nous avons des réactions le jour même des 3 protagonistes. Tout de suite, ça va être l'affolement général. Patrick Gauvin va d'abord voir le journal. Il va appeler son fils en lui disant « Mais tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu la première page ?» Donc Laurent n'a pas acheté le journal. Il s'arrêtera à acheter le journal et il sera avec un copain. Le copain nous dira qu'il était complètement paniqué en voyant la première page. Et il ira prévenir immédiatement Philippe Dubois que l'article est sorti dans le journal. À 13h49, c'est Philippe Dubois qui appelle Patrick Gauvin. Les 2 hommes conviennent d'un rendez-vous. Tu me diras tout ça quand je passe te voir, parce que les communications... 1 heure après, pas tranquille, Philippe rappelle Laurent Gauvin cette fois. Putain, c'est grave, sérieux. Ça va, tu flippes pas au moins ? Sur les surveillances téléphoniques, on constate que les 3 protagonistes sont très inquiets. Ils se téléphonent sans prononcer le mot des Raspini. Ils se comprennent immédiatement simplement en signalant la page de Nice Matin, la première page de Nice Matin. Mais à aucun moment, ils ne parlent de l'histoire, des faits. Or, c'est bizarre, parce que si on se téléphone normalement à son père, à son fils, on lui dit « Tu as vu dans le journal, tiens, la famille Raspini a disparu, c'est la femme chez qui je suis montée. » Pas du tout. Là, on est en code, et ils ne parlent absolument pas de cette famille. Et ils se donnent rendez-vous pour en parler. Et la valse des conversations téléphoniques n'est pas terminée. 1 demi-heure plus tard, Philippe Dubois appelle Kamel. Il m'a dit, t'as pas vu le journal? Eh ben, j'ai dit, j'ai pas vu le journal. Il a dit, Madame Raspini, il était disparu. Oh là là, je lui dis que c'est triste, ça va pas. Il m'a dit, moi, je suis pas triste. Philippe a surtout un service à demander à Kamel. L'appeler tout de suite si la police revient le voir. C'est une conversation où on verra bien quand même que Philippe est le responsable, qui s'inquiète, qui s'intéresse, et celui qui gère un petit peu le dossier, qui drive. Philippe Dubois, un homme violent qui a déjà menacé Francine Raspini. Les Gauvin, ce père et ce fils, qui touchent soudain de grosses sommes d'argent des Raspini. 3 hommes qui par-dessus le marché parlent à mots couverts des Raspini. C'est largement suffisant pour les policiers qui décident d'interpeller tout ce petit monde. Le 16 avril 2002, plus d'1 mois après la disparition des Véran-Raspini, les policiers lancent les interpellations. Direction la cité des Moulins. Ils commencent par les Gauvin. Patrick Gauvin est interpellé au bas de son domicile. On monte pour faire la perquisition. Laurent Gauvin est chez son père. Laurent est cueilli dans son lit alors qu'il dort tranquillement. Le père et le fils sont conduits dans les locaux de la brigade criminelle. 2 arrestations qui ne passent pas inaperçues dans la cité. Et Philippe les apprend vite. C'est ce que comprennent les policiers qui suivent en direct ces conversations téléphoniques. Ce laps de temps entre l'interpellation des Gauvin et l'interpellation de Dubois sera l'occasion d'enregistrer une conversation fort intéressante entre l'épouse à l'époque de M. Dubois et lui-même, où il parle de ce dossier. 12h16. Ce matin, ils ont levé Patrick, dit Philippe. Ah ouais? Répond sa femme. Oui, Patrick et Laurent, tous les 2. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Pour eux peut-être, mais pas pour moi. Ils balanceront jamais, t'inquiète pas. Et Philippe ajoute, c'est sûr c'est une connerie ce chèque. Mais bon, c'est à eux de voir. Moi, je leur avais conseillé de pas le faire. On comprend quand même qu'il est le chef, qui s'inquiète de ce qui leur arrive. Et surtout, il indique dans cette surveillance qu'il leur avait dit de ne pas déposer les chèques. Et donc ça, pour nous, c'est capital. Les policiers comprennent aussi que sa femme Geneviève semble au courant de quelque chose. Parce qu'elle s'inquiète. Pourvu qu'ils te mettent pas là-dedans,
dit-elle. Réponse de Dubois. C'est pour ça que je préfère envoyer l'avocat les voir. Comme ça, je me tiens au courant. Et on se rend compte sur la surveillance téléphonique qu'elle est très prudente, voire plus prudente que Philippe Dubois. Et surtout, elle comprend aussi cette histoire de chèque. Or, si vous n'êtes pas au courant du tout de ce qui s'est passé, vous n'êtes pas là en disant « bon, ben, en effet, ils n'auraient pas dû déposer ce chèque ». Elle est au courant de tout. Grâce à cet appel, Philippe Dubois est localisé. Il est dans une station-service à l'ouest de Nice, où il boit un café. Il est 12h30 lorsque les policiers lui tombent dessus. On interpelle aussi donc Geneviève, la femme de Philippe Dubois, au vu de cette écoute justement, et puis parce qu'elle connaît Patrick et Laurent, et donc elle aura certainement des choses à nous dire. Or, en garde à vue, elle se conduira comme une bonne femme de voyou, elle ne dira absolument rien. Ça fait donc 4 personnes en garde à vue. Philippe Dubois, sa compagne, et les Gauvin père et fils. Les policiers ont 48 heures pour les faire parler. Patrick Gauvin est assez calme. On sent qu'il est très tendu et que ça va pas du tout. Mais il a tendance à jouer le bonnet. Bon, manifestement, ils se sont entendus avant quand même l'interpellation, puisque ça se passe plus d'un mois après la commission des faits. Donc ils ont mis au point une stratégie de ce qu'ils allaient dire à la police. Ils avaient décidé de dire que c'était Marc Raspini qui leur avait confié ces chèques, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, mais il ne pouvait pas lui-même mettre les chèques sur un compte bancaire et tirer le liquide, donc il aurait demandé ce service aux Gauvin. Et comme convenu dans le bureau d'à côté, Laurent Gauvin sert la même soupe que son père, à quelques détails près. Laurent Gauvin, dans ses auditions, il cherchait à plus que minimiser son rôle, puisqu'il prétendait connaître Madame Raspini et être en bon terme avec elle, et la considérer comme sa grand-mère. Ce qui n'était pas du tout Mais évidemment, c'était pas sa grand-mère. Et puis, il la connaissait pas, et il n'avait aucun rapport avec elle. On va faire 7 auditions de Laurent au cours de sa garde à vue. Quand on va le mettre devant les contradictions de son père, et ben là maintenant c'était plus à cause de Marc Raspini, mais c'était son père qui lui avait donné le chèque. Et puis quand il apprendra que Philippe Dubois est interpellé, et ben la version va encore changer. Ça sera Philippe Dubois qui aura donné les chèques à son père. Finalement, d'hésitation en contradiction, après plusieurs heures de garde à vue et une nuit de réflexion, les Gauvin se mettent à table. Ils diront justement que Philippe Dubois leur fait très peur, qu'il a beaucoup de charisme, qu'il est violent, que Philippe Dubois leur a proposé de faire un mauvais coup chez les Raspini, mais que bien sûr, eux n'ont pas voulu le faire, qu'ils n'ont bénéficié que des chèques, puisque Dubois leur avait demandé d'encaisser les chèques pour lui. Voilà. Mais eux ne seront jamais montés dans cette propriété. Ils rejetteront tout sur Philippe Dubois. Mais Philippe Dubois, lui, ne se couche pas. Il nie toute implication. Philippe Dubois, manifestement, a une autre épaisseur que les Gauvin. C'est un délinquant rompu à la garde à vue, qui a déjà eu plusieurs procédures, qui a déjà fait de la prison. Il est plus solide que les Gauvin, et il apparaît tout de suite comme étant le leader du trio. Philippe Dubois explique qu'il ne savait même pas que ces chèques existaient. Mais confronté aux écoutes, il est obligé de faire marche arrière. Oui, il était bien au courant pour les chèques, mais il croyait qu'ils venaient d'un cambriolage. Il charge les Gauvin en disant ouais, mais les Gauvin ont toujours eu, c'était récurrent, des problèmes d'argent. Et donc c'est pas étonnant que ce soit eux, je pense que c'est eux. Voilà, donc il charge les Gauvin. Mais pas de chance pour Philippe Dubois. Un nouvel élément vient le mouiller un peu plus dans cette affaire. En perquisition, on retrouve un ordinateur portable. Le cri du cœur de Philippe Dubois, très gêné de voir ça, tout de suite il dit je l'ai acheté à Madame Raspini, 3000 francs. Et puis bon, il doit cogiter, il se rend compte pendant la perquisition que ça va pas. Et en sortant de l'appartement, il a déjà changé de version, il dit non, en fait c'est Patrick Gauvin qui me l'a donné. Les gardes à vue se terminent sans que les policiers n'aient de réponse à toutes leurs questions. Sur 48 heures de déclaration, ce ne sera qu'un chassé-croisé de mise en cause les uns des autres sans que l'on puisse y voir très clair à l'issue. En tout cas, tout le monde est bien concerné par ce dossier, tout le monde est au courant, tout le monde connaît les Raspini. Mais personne ne sait où ils sont. Malgré leur dénégation, à l'issue de leur garde à vue, les 4 suspects sont mis en examen pour enlèvement et séquestration et écroués à la prison de Nice.
Commandant Alain Brunache, vos clients, en fait, ce sont des véritables pieds nickelés. On pourrait les considérer comme tels, sauf qu'on a affaire à des individus qui, certes, sont relativement basiques au niveau intellectuel, mais ils sont particulièrement brutaux et ils vont essayer de s'en sortir en mentant systématiquement. Qu'est-ce que vous décidez de faire pour essayer d'avoir quelques informations supplémentaires, puisque vos 4 clients, en fait, ne disent absolument rien? À ce stade de l'enquête et face au mutisme des intéressés, des suspects, on décide de faire un appel à témoins par voie de presse. Et à ce moment-là, on fait paraître un article dans Nice Matin pour essayer d'obtenir des témoignages susceptibles d'orienter nos recherches. Le 19 avril 2002, le nouvel appel à témoins est donc lancé dans Nice Matin. Avec cette fois-ci, non plus les photos des Véran Raspini, mais celles des 4 suspects. C'est très fructueux parce que dès le lendemain, on a 2 témoignages clés, 2 relations de Patrick Gauvin. Un qui dit avoir vu Patrick Gauvin qui était blanc, liquéfié, et qui s'est confié bizarrement à lui en disant on a tué 2 personnes qu'on a enterrées. C'était un week-end de la fin mars. Le témoin raconte qu'il réparait sa voiture quand Patrick Gauvin s'est approché de lui et lui a balancé ça comme ça. Et au moulin, il n'est pas le seul à qui Gauvin a fait des confidences. Il y aura une autre personne aussi qui viendra et qui nous dira, Patrick Gauvin, je l'ai rencontré alors qu'il sortait de la banque. Et là, il m'a dit, je viens de déposer 17 000 €, je vais avoir de l'argent. J'ai tué la mère et le fils, j'ai creusé un gros trou pour les mettre dedans. Et tout ça, ça s'est passé un dimanche soir. Bon, pensant qu'il plaisantait, et du coup, il n'a pas trop prêté attention. Et pareil, quand il verra l'article, il se présentera à notre service et déposera. Patrick Gauvin, en fait, son expression, c'est ça. C'est j'ai fait un beau coup, j'ai gagné 17 000 € et on a fumé une femme et son fils qu'on a mis dans un trou. C'était horrible, sa formulation. Des propos qui font avancer l'enquête des policiers, mais qui compliquent sérieusement la tâche de l'avocat de Patrick Gauvin. Patrick Gauvin a ça de particulier, qu'il se laisse aller dans la rue, comme ça, avec des gens qu'il rencontre à peine. Il se laisse aller à des confidences dont il ne mesure pas la portée, où ça confine quand même presque à la débilité. Nous sommes en l'état de la disparition d'une mère et de son fils, on les cherche, et lui se répand dans son quartier de ce qu'ils ont fumé une mère et son fils pour 17 000 €. Ça laisse effectivement assez pantois. Et un 3e témoin, une amie de Patrick Gauvin, vient encore enfoncer le clou. Nous trouverons notamment une dame à laquelle M. Gauvin avait demandé d'encaisser le chèque. On voit bien qu'il connaissait les problèmes concernant ce chèque et qu'il essayait d'encaisser de façon dissimulée. Avant même la disparition des Raspini, il se serait ouvert auprès de ce témoin de ce qu'il avait de grands projets, des perspectives d'argent à venir, un gros coup. Des témoignages accablants pour Patrick Gauvin et qui laissent peu d'espoir sur le sort réservé aux Véran Raspini. Vu les détails, ces détails donnés, en disant que ils ont été tués, ça on s'en doutait, mais qu'ils ont été mis dans un trou, maintenant il faut essayer de déterminer où est-ce qu'ils ont été enterrés. Le 30 avril 2002, les policiers organisent des fouilles pour retrouver les corps de Francine Véran Raspini et de son fils. Nous allons mettre des moyens un petit peu plus importants à la recherche des corps, en se disant que s'ils ont été enlevés et puis assassinés sur place, ils sont peut-être enterrés quelque part à proximité. Patrick Villardris, c'est vous qui dirigez les recherches pour retrouver les corps de Madame Véran Raspini et de son fils Marc. Alors comment vous allez procéder? J'ai procédé avec l'aide de mon chien à une recherche de personnes ensevelies, au même titre que si ça avait été un immeuble qui était effondré dessus, exactement pareil. Comment vous procédez sur le terrain? Vous le quadrillez, le terrain? Il faut sectoriser, faire un secteur pour ne pas passer à côté des éventuelles victimes. Donc on prend une ligne imaginaire
en montant, en laissant le chien aller soit de droite, soit de gauche. Et lui, pendant ce temps, il pipe les odeurs qui remontent de la terre et il va faire la différence entre celle qu'il y a, thym, laurier, etc., et une victime qui est ensevelie. Il y a différents types d'odeurs? Il y a deux types d'odeurs, les odeurs lourdes qui restent sur nous et les odeurs légères qui s'évaporent. Chaque individu, dans le monde entier, sur les milliards d'individus que nous sommes, il n'y en a aucun qui a la même odeur. Donc on cadre le chien sur les molécules légères qui s'évaporent et non pas sur les lourdes qui sont les nôtres et qui fait la différence avec les personnes qui sont sur le terrain, vivant à l'extérieur, debout, qui va croiser. Et voilà. Lui, on le mécanise sur des odeurs légères qui sortent de la terre. Et la difficulté, c'est quoi? C'est l'immensité, 44 hectares. C'est très, très, très vaste. Et donc là, ça va nous prendre une bonne partie de la journée. Et je vais être obligé d'utiliser les 3 chiens, puisque un chien a une autonomie à peu près de 20 à 25 minutes. Après, il se fatigue, après, il se déconcentre. Donc c'est une grosse intervention. Donc à la fin de vos recherches sur le terrain, qu'est-ce que vous trouvez? On n'a rien trouvé, aucun indice de quoi que ce soit, de personnes ensevelies. Donc là, les policiers vont aller chercher ailleurs? Ils vont aller chercher ailleurs, grâce au travail du chien au départ, qui ont déterminé que sur le terrain, là où il y avait la maison, il n'y avait strictement rien. Michèle Lys-Chahal, vous êtes la juge d'instruction qui a clos ce dossier. Courant mai 2002, Philippe Dubois, Laurent Gauvin et son père Patrick sont mis en examen 7 fois pour assassinat. Pourquoi? Parce qu'en fait, les corps n'ont toujours pas été retrouvés. La découverte des corps n'est absolument pas nécessaire pour une mise en examen, ni d'ailleurs pour une déclaration de culpabilité, même pour assassinat. Et à cette époque de l'instruction, les indices étaient réunis. C'est-à-dire? Alors, il y avait plusieurs indices. On avait trouvé l'ordinateur de Marc Raspini au domicile de Philippe Dubois. Il y avait les 2 chèques qui avaient été débités du compte de Madame Raspini et qui avaient été encaissés par les consorts Gauvin. Il y avait les écoutes téléphoniques des suspects. Il y avait les déclarations de l'ouvrier agricole de Madame Raspini qui avait relaté les disputes qu'il y avait eu entre Madame Raspini et Philippe Dubois et les menaces qu'il avait proférées contre Madame Raspini. Et il y avait surtout les aveux du père Gauvin qui avait déclaré à certains témoins qu'il avait tué 2 personnes, une mère et son fils. Ça suffisait pour une mise en examen pour assassinat. Après 2 mois de prison, la compagne de Philippe Dubois est remise en liberté sous contrôle judiciaire et elle bénéficiera plus tard d'un non-lieu. Pourquoi? Dès le départ, elle apparaît comme avoir un rôle très mineur dans l'affaire. De plus, c'était une mère de 3 enfants. Il n'y avait pas de nécessité à la maintenir en détention provisoire pour poursuivre l'instruction. Mais manifestement, sur les écoutes téléphoniques, elle était quand même au courant de quelque chose. La seule chose qu'on a pu démontrer, c'était sa connaissance, en fait, de l'implication de son compagnon dans la disparition des Raspini. Mais on n'a pas du tout pu démontrer qu'elle ait eu connaissance avant du projet criminel. Donc c'est pour ça qu'elle a bénéficié d'un non-lieu. Parce qu'il n'y avait pas de charge suffisante pour la renvoyer devant la cour d'assises. Retour à l'enquête. Le juge d'instruction veut savoir qui a rempli les 2 chèques encaissés par les Gauvin. Et pour cela, il fait appel à un expert graphologue. La première des opérations, c'est évidemment de savoir si monsieur ou madame Raspini pouvaient être ou ne pas être les auteurs des écrits. Ça, c'est la première des choses. Donc, pour l'écriture, il n'y avait aucune difficulté. Il n'y avait pas de... C'était évidemment pas eux qui avaient rédigé. Reste maintenant à savoir lequel des 3 accusés a imité l'écriture des Véran Raspini. L'expert compare l'écriture de chacun d'entre eux avec celle des chèques récupérés par les policiers auprès de la banque. Prenons par exemple un usage particulier qui est la construction des dates. On voit qu'on a une majuscule de petite taille et surtout la construction du millésime qui est tout à fait remarquable avec la première et le premier et le dernier chiffre de très grande taille avec ces petits zéros étriqués. On a un geste parfaitement identique. C'est un geste qui est évidemment naturel et qui est attribuable puisqu'on le retrouve à l'identique dans l'écriture de Philippe Dubois. Confronté au résultat de cette expertise, Philippe Dubois ne peut plus nier. Il reconnaît que c'est bien lui qui a rédigé les chèques dérobés aux Véran Raspini.
puis un autre élément scientifique vient l'enfoncer un peu plus. C'est l'expertise génétique du mégot retrouvé dans la maison. Monsieur Dubois a été formel lors de sa garde à vue. Il n'a jamais mis les pieds dans l'espace-vie des Véran-Raspini. Or, l'expertise ADN qui a été effectuée sur le mégot découvert dans l'espace-vie de Marc Raspini appartient à Philippe Dubois. Madame le juge, vous présentez ces expertises graphologiques à Philippe Dubois. Il ne peut plus nier. Il ne peut plus nier avoir écrit les formules de chèque. Et pourquoi les aurait-il écrites? Il a plusieurs explications qui ne sont pas très convaincantes. Il dira à un moment qu'il était le seul capable, finalement, d'écrire ces formules de chèque et d'essayer d'imiter la signature de Madame Raspini. Et lui, il n'a rien touché? Il n'a rien touché par l'encaissement de chèques. En revanche, on peut se demander s'ils n'ont pas pris de l'argent liquide, puisque les Raspini avaient énormément de liquide chez eux. Est-ce que vous avez d'autres éléments contre lui? L'élément le plus important qu'il y a eu contre Philippe Dubois, c'était le mégot avec l'ADN de Philippe Dubois qu'on trouve dans le cabanon dans lequel vivait Marc Raspini. Et quand on lui demande « mais comment expliquez-vous la présence de ce mégot avec votre ADN dans la maison de Marc Raspini ?» il n'aura pas d'explication. Et la présence de ce mégot, ça signe l'implication de Philippe Dubois sur les lieux du crime, en tous les cas. Pendant des mois, c'est donc le statu quo. Philippe Dubois et les Gauvin sont derrière les barreaux et les policiers cherchent toujours les corps. Alors, ils ne lâchent pas les trois hommes. Nous surveillons les parloirs des Gauvin, nous surveillons les parloirs de Dubois. Nous avons différentes sources d'informations au sein de la maison d'arrêt et nous apprenons que Laurent Gauvin souhaite se confier et libérer sa conscience dans ce dossier. On apprend qu'une lettre a été rédigée par Laurent Gauvin et serait encore en sa possession. Donc le juge d'instruction nous demande d'aller très rapidement faire une perquisition dans la cellule de Laurent Gauvin. Le 28 février 2003, près d'un an après la disparition de Francine et de son fils Marc, les policiers débarquent à la prison de Nice. Il doit savoir pourquoi on vient. De lui-même, il nous remet la lettre. Et dans cette lettre, il reconnaît être l'auteur du double assassinat, mais son but surtout, c'est de dégager Philippe Dubois. Et de minimiser au maximum le rôle de son père. Mais ce qui est très important pour lui, c'est de dégager totalement toute implication de Dubois et dire qu'il y a un autre homme, mais dont il ne donnera pas l'identité. Laurent Gauvin refuse de dire qui est son complice. Et il refuse aussi de révéler l'endroit où sont enterrés les Véran-Raspini. J'ai trop peur, dit-il. Trop peur qu'avec la découverte des corps, on puisse retrouver des éléments qui pourraient identifier le troisième homme. C'est-à-dire mon ami qui m'a aidé et qui est tout à fait capable de commettre de lourdes représailles sur ma famille. Mais finalement, une semaine plus tard, il change d'avis. Il accepte de conduire les policiers à l'endroit où il a enseveli les corps. On l'extrait de la maison d'arrêt avec une grosse équipe identité judiciaire, parce qu'on se doute qu'on va avoir un gros travail d'identité judiciaire, médecin légiste, et il nous amène sur une colline à Nice-Ouest. On arrive sur place avec le magistrat instructeur, le procureur de la République, les collègues et puis l'identité judiciaire et Laurent Gauvin qui nous désigne la plateforme où ont été enterrés les corps. Dans un premier temps, il nous désigne un endroit un peu plus sur la gauche. Et puis finalement, en se repérant par rapport à la route, il nous désigne cet endroit-là. Et on creuse avec pelle et pioche. On a commencé en début d'après-midi à 14h. Alors on était un peu sceptiques au départ parce que la terre était très dure. Et puis à 15h, on n'avait fait que 50 cm. Et puis à 16h, on n'avait fait que 60 cm. On n'avait toujours pas de corps. Au point qu'on se demandait si Laurent Gauvin n'avait pas menti une énième fois et qu'il n'avait pas voulu faire un transport et puis nous expliquer que c'était pas là, qu'il trouvait pas. Mais en l'interrogeant, le magistrat, Laurent confirmait que c'était bien là. Et puis on voyait au fur et à mesure quand même qu'il blanchissait. Il était pas bien, il transpirait.
il voulait pas trop rester sur place. Donc avec l'équipe, on s'est dit bon, ça doit être là, mais ça doit être profond. Et puis au bout d'un moment, à 70 cm, on voit un pied avec des serflex, avec un linge autour. Une vision insupportable pour Laurent Gauvin. Il demande au juge d'instruction de retourner dans sa cellule. Pendant ce temps-là, les policiers continuent de creuser. Donc là, ça va durer encore très longtemps. À un moment donné, on verra en fait qu'il y a 2 corps tête bêche. On verra la tête de Madame Raspini sous les pieds de Marc Raspini. Et ils sont vraiment en position en X, comme on dit. Et ils sont, momifiés. On voit pas trop, dans un premier temps, ce qui se passe, parce qu'ils sont couverts de terre. On verra seulement les liens serflex sur les pieds de Marc Raspini. Les corps sont extraits de la fosse. Sur place, les policiers et le médecin légiste font les premières constatations. On constatera à ce moment-là que donc Marc Raspini, il a donc des serflex autour des pieds et du scotch qui lui entoure les pieds, et surtout qu'il a un bâillon autour du visage. Dans un deuxième temps, on verra donc la mère, et ce qui va être frappant, c'est qu'elle a la main gauche sur son visage. En fait, elle a le bras comme pour se protéger le visage. Elle a un bâillon qui est descendu au niveau du menton, pas sur la bouche, et elle aura la bouche ouverte. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Et on a comme l'impression, en fait, qu'elle a été jetée vivante. C'est la première impression qu'on a tous. Donc on se dit, c'est pas possible. Bon, ils ont dû la jeter morte. Mais il nous reste à l'esprit quand même que peut-être ils l'ont jetée vivante et qu'ils ont jeté le fils mort dessus. Commandant Brunache, après 1 an d'enquête, vous retrouvez enfin les corps. Alors, quand on retrouve les corps, j'ai le souvenir qui me reste à l'esprit d'une symbolique assez forte, puisque à ce moment-là, on a Francine Raspini qui est en dessous, et on a Marc Raspini, son fils, qui est au-dessus, donc la maman qui tient son fils dans les bras, sauf que tous les deux sont morts. Les corps sont excessivement dégradés. C'est un moment fort et la symbolique est forte. Vous avez dû creuser pendant des heures et à plusieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça raconte de ce crime? On a dû creuser pendant plusieurs heures pour mettre à jour ces 2 corps dans un sol particulièrement dense qui est fait de ce qu'on appelle du pudding chez nous, c'est-à-dire un mélange très compact de terre et de galets. On a creusé très profondément, ça valide la préméditation, et donc il a fallu que les auteurs de cet assassinat fassent ce trou préalablement à leur action. Ça leur a pris aussi certainement beaucoup de temps, donc on est en phase d'un assassinat. Dans la foulée, Laurent Gauvin est entendu par le juge d'instruction. La première chose que le magistrat veut savoir, c'est pourquoi. Pourquoi s'en est-il pris à cette femme et à son fils? À la base, il faut quand même préciser que le mobile, c'est le vol. Il est clair que dans sa position, il estime que du fait que ces personnes sont toujours chez elles, qu'elles vivent de la façon la plus casanière qu'il soit, eh bien, il n'avait d'autre choix que de se résoudre à cette évidence, c'est-à-dire devoir les éliminer parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Le mode de vie de Madame Véran était incompatible avec un casse. En fait, elle était tout le temps au domicile. Et monter un projet de casse semblait quand même vraiment aventurier. Donc en fait, c'était prémédité, il fallait, pour piquer le magot, les tuer. Une fois leur décision prise, les 3 larrons ont préparé le coup. Laurent, son père et le mystérieux 3e homme. Ils ont creusé un trou où ils pourraient ensevelir les cadavres. Il y a eu des repérages qui ont été effectués et effectivement, il y a eu des actes préparatoires. Le père a acheté des vêtements militaires face à la caserne de police. Donc il y a eu quand même une certaine préparation. Le dimanche 10 mars 2002, ils sont montés à Guéraud dans la soirée, avec un fusil, une kalachnikov, des cagoules et des serflex. Pour ne pas se faire repérer, ils ont laissé la voiture en contrebas de la propriété. Laurent explique que son père les a attendus là, pendant qu'avec son complice, il montait à pied à travers les broussailles. Ils sont partis du canal, la partie inférieure. Pour atteindre la résidence principale, ils ont évité les cabanons où des chiens agressifs étaient présents. Ils n'ont pas hésité à faire des détours. Laurent raconte qu'ils ont d'abord attaqué Marc dans la dépendance qu'il habite à côté de chez sa mère. Par surprise.
Ils l'ont maîtrisé pour le ligoter sur une chaise. Mais pendant qu'il fouillait la pièce avec son complice, Marc a réussi à se libérer et lui a sauté dessus. Une bagarre a commencé. Et rapidement, puisqu'il se défend, qu'il ne se laisse pas faire, et ça c'est tout à fait dans le comportement de Véran-Raspini, de ne pas se laisser faire, il va risquer de prendre le dessus. C'est un solide gaillard quand même, Marc Raspini. À deux, ils ont finalement réussi à le maîtriser. Puis, ils l'ont traîné jusque dans la baignoire. Là, son complice a ouvert le robinet pendant que Laurent étranglait Marc. Ils vont tremper la tête de Marc Raspini dans l'eau, tout en maintenant une pression sur sa gorge, ce qui va le faire suffoquer, va le faire s'étouffer. Ils vont le mettre dans un drap et ils vont ensuite le porter dans le coffre de la Renault 11 qui lui appartient. Ensuite, l'équipe passe à l'attaque de la mère. Nous n'avons pas trop le détail pour la pénétration. Est-ce qu'ils ont récupéré les clés de Marc, ce qui semble plus probable? En tout cas, ils nous expliquent qu'ils vont directement sur Madame Raspini qui est couchée dans son lit. Lorsqu'elle ouvre les yeux, Francine Véran-Raspini a deux hommes cagoulés au pied de son lit et une arme braquée sur elle. Ils vont essayer de lui extorquer certaines informations quant à savoir où se situent les espèces sonnantes et trébuchantes qu'ils pensent qu'elle dispose à son domicile. Mais elle est têtue, Francine. Elle ne lâche rien. Laurent explique alors qu'ils ont dû fouiller toute la maison. Ils n'ont pas trouvé d'argent. Ils n'ont pas trouvé de magot, de coffre ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont tout tenté pour faire avouer Madame Raspini? On n'en sait rien. Est-ce que Madame Raspini a caché quelque chose? On n'en sait rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose? On n'en sait rien. Ils embarquent le sac à main. Dans le sac à main, il y a le chéquier. Et le chéquier, ils en tireront 2 chèques dans un premier temps pour les 2 Gauvin. On prend rapidement ce qui traîne, qui a de la valeur à leurs yeux, que nous retrouvons, c'est l'ordinateur portable. C'est dire le caractère dérisoire du résultat de leur crime par rapport à ce qu'ils ont commis. C'est-à-dire on va commettre un double crime quelque part pour embarquer un ordinateur, pour embarquer une imprimante, pour embarquer un scanner et pour embarquer un sac à main. Ensuite, ils ont forcé Francine à s'habiller. Ils lui ont expliqué qu'ils avaient enlevé son fils. Si elle voulait le revoir vivant, elle devait les suivre, sans faire d'histoire. La vieille dame a obéi, ils lui ont couvert la tête avec une thé d'oreiller et l'ont aidé à monter dans la Renault 11. Puis ils ont regagné le canal où Patrick s'était endormi dans la voiture. Laurent s'est assis à côté de son père. Le troisième homme, lui, a pris le volant de la Renault 11. Madame Raspini était assise à côté de lui, le cadavre de Marc dans le coffre. Ils ont roulé en se suivant jusqu'au bosquet où ils avaient creusé une tombe. Laurent raconte que là encore, son père les a attendus dans la voiture, pendant qu'avec son complice, il conduisait Francine vers la fosse. Madame Raspini, il lui aurait fait monter ce talus, toujours avec sa thé d'oreiller sur la tête, et poussé dans le trou. Là, elle aurait hurlé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Laurent Gauvin affirme qu'il a entendu une détonation et son ami dire « Ça y est, je l'ai tué ». Laurent Gauvin, à ce moment-là, n'a pas souhaité regarder cette scène, s'est retourné et a attendu que les choses se passent. Une fois que la mère est dans le trou, ils prennent le corps de Marc Raspini et puis le jettent sur la mère qui est déjà dans le trou. Après avoir ébouché le trou, Laurent Gauvin est rentré au moulin avec son père. Son complice, lui, est allé garer la Renault 11 dans le parking de l'Arenas. Il a emporté avec lui le butin, les armes et le matériel. Dominique, que nous apprennent les autopsies de Madame Véran-Raspini et de son fils? Frédéric, ces autopsies, elles ont lieu le 10 mars 2003, c'est-à-dire
1 an exactement, jour pour jour, après la disparition de Marc Véran-Raspigny et de sa mère. Il faut absolument vérifier la version donnée par Laurent Gauvin parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Pour Marc Véran-Raspigny, il a des lésions au visage, ce qui veut dire qu'il a été frappé. Il a un bâillon adhésif sur la bouche. Il a un serflex. Les serflex, ce sont des liens en plastique autour des jambes. Et il est sans doute mort étranglé pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a une infiltration sanglante dans les muscles de la trachée, ce qui veut dire qu'il a été serré, un hématome, et des lésions au niveau cervical. Ça correspond à un étranglement. Quand on positionne des mains comme ça correspond exactement à un étranglement. Laurent Gauvin, lui, dit que Marc Véran-Raspigny est mort noyé, mais ça, on ne peut pas le vérifier parce que le corps est tellement abîmé que l'autopsie ne peut pas donner de précision là-dessus. Et sa mère ? Francine, elle a également des lésions au visage. Elle a du ruban adhésif, mais autour du cou. Et Laurent Gauvin dit qu'elle a été tuée par balle, que le mystérieux homme se trouvait en haut de la fosse et qu'il a tiré sur elle. Donc, à l'autopsie, on va chercher un projectile dans son corps, on n'en trouve pas. On va chercher des orifices de pénétration, parce que la balle aurait pu traverser le corps de Mme Véran-Raspigny et aller se ficher dans le sol. On ne trouve pas d'orifice d'entrée. Les enquêteurs vont aller jusqu'à passer le détecteur de métaux au fond de la fosse, où on ne trouvera pas non plus le projectile. La vérité, c'est que Mme Véran-Raspigny est morte par suffocation. Donc ça ne correspond pas à ce que raconte Laurent Gauvin. Très vraisemblablement, elle a été poussée dans ce trou. On a jeté le corps de son fils mort au-dessus d'elle et on l'a recouverte de terre encore vivante. Elle était ensevelie vivante. Laurent Gauvin a avoué. Mais pour les policiers, ces aveux sont à prendre avec des pincettes, car beaucoup de choses ne collent pas. C'est une propriété où il y a beaucoup de chiens. C'était de nuit. Lui ne connaissait pas la propriété. Comment il aurait pu monter, alors que ça représentait des centaines de mètres, jusqu'à la propriété où étaient Mme Raspigny et son fils, sans que les chiens aboient. Pour les policiers, cela prouve bien que le mystérieux 3e homme n'est pas si mystérieux. Manifestement, son complice était quelqu'un qui connaissait parfaitement la propriété. Et c'était le cas de Philippe Dubois, qui était locataire de cette propriété. Et puis, le récit de Laurent n'est pas cohérent avec la personnalité des victimes. Là aussi, quand on connaît Mme Raspigny, il n'est pas possible qu'elle soit réveillée par 2 individus cagoulés de nuit et que gentiment elle accepte de les suivre. Il a fallu là aussi faire preuve de violence. Ce n'était pas quelqu'un à se laisser faire et à se laisser emmener. Quant au déroulement de la soirée, tel que le raconte Laurent, il n'est pas plus crédible. Laurent serait monté avec son père, et par contre, le 2e homme serait resté seul avec le Macabé dans le coffre et Mme Raspigny avec son oreiller sur la tête, qui serait restée bien docilement passive, alors que c'était pas du tout le tempérament de cette femme-là. Donc c'est certainement pas la vérité. Laurent Gauvin a aussi prétendu que son père n'avait assisté à rien, ni au crime, ni à l'enfouissement des corps. Pendant tout ce temps-là, il dormait dans la voiture. Que ce sera le rôle de Patrick Gauvin, c'est de dormir auprès du canal de Guéraud, puis dormir avenue Sainte-Marguerite, belle soirée. On ne comprend pas du tout pourquoi il aurait été emmené en promenade ce soir-là pour rester dans la voiture et ne rien faire. Donc évidemment, c'est pas crédible et c'est faux. Il a participé activement à l'assassinat. Donc probablement que c'est Dubois et Laurent qui ont tué le fils. Patrick Gauvin faisait le guet et empêchait puisque c'est quand même un terrain où il y avait des locataires, veiller à ce qu'il n'y ait pas un témoin de leurs agissements. Et bien que Laurent Gauvin ait tout fait pour mettre Philippe Dubois hors de cause, les policiers en reviennent toujours à lui. Laurent Gauvin dit que c'est son complice qui a récupéré le matériel et puis également l'ordinateur. Et donc Laurent dit que c'est le complice, le X, qui a récupéré ça et on retrouve comme par hasard l'ordinateur chez Philippe Dubois. Donc il n'y a aucun doute que le X, en fait, c'est Philippe Dubois.
Commandant Brunage, ce qui est évident, c'est que Laurent Gauvin veut innocenter Dubois et son père. Son père, ça peut se comprendre, mais pourquoi Dubois? Très probablement parce que Dubois a un ascendant très fort sur les Gauvin, sur Laurent et sur Patrick, et il leur inspire de la crainte, y compris en maison d'arrêt. À ce moment-là, tous ces individus sont en prison, et c'est Philippe Dubois qui, je dirais, qui mène la danse, et c'est lui qui décide depuis sa prison qui va faire quoi et à quel moment. Vous n'avez aucun doute sur la participation de Philippe Dubois à l'assassinat? Il en est le concepteur, il en est l'organisateur, et il en est la cheville ouvrière. Vous avez des preuves matérielles? En faisant des investigations téléphoniques, on va s'apercevoir que le soir de l'homicide, le bornage de son téléphone va accrocher la zone d'enfouissement. Et en plus, bien entendu, il connaissait les lieux parfaitement. Il avait fait part d'un projet criminel au régisseur, à Kamel. Donc tous ces éléments font de lui le concepteur et l'acteur principal de cet assassinat. Et Patrick Gauvin, donc le père, est-ce qu'il est crédible dans son rôle de touriste sur les lieux? Les victimes, Marc et Francine Raspini, étaient solides, costauds, donc il fallait les neutraliser de façon physique. Marc a été neutralisé le premier, mais il s'est rebellé. Quant à Francine Raspini, elle était réputée comme une forte femme, une femme de tête, et il fallait également être à plusieurs pour la neutraliser. Et Patrick Gauvin a participé de façon très active à cet assassinat. À ce stade, le juge d'instruction se penche sur le parcours de ces hommes pour comprendre comment ils en sont arrivés là, être capables d'enterrer une vieille dame vivante. Le père, Patrick Gauvin, est né le 18 octobre 1950 à Nancy. Il a grandi à quelques kilomètres de là, à Lunéville, dans un milieu modeste. Patrick Gauvin est un enfant d'une famille nombreuse. Et en plus, il ne connaît pas son père biologique. La maman ne l'a pratiquement pas élevé. Et Patrick, comme sa sœur d'ailleurs, sa sœur aînée, ont été élevés par les grands-parents. Le petit Patrick n'est pas doué à l'école. Il a du mal à apprendre à écrire. Après le certificat d'études, il passe un CAP de boucher charcutier. Mais il ne réussit que l'examen pratique. Il a vite changé d'emploi. Puis il a fait plusieurs petits boulots finalement, toujours en travaillant, en passant par des agences de travail temporaire. Il a travaillé dans le bâtiment, il a été manouvrier. Enfin, on peut dire qu'il a manqué de stabilité, c'est évident. En 1974, Patrick rencontre Gisèle. Il a 24 ans, elle a déjà 2 enfants. Il est tombé amoureux et c'était une de ses premières conquêtes. Mais Gisèle était déjà mariée. Et elle avait un compagnon c'était un braqueur. Un braqueur non violent qui n'a pas accepté que sa compagne le quitte pour un autre et qui donc a continué à la harceler, à le menacer de mort. Ce qui a entraîné le départ de Gisèle dans le Midi. Et Patrick l'a suivi tout naturellement. Patrick et Gisèle s'installent au Moulin. Ensemble, ils ont 2 fils, dont Laurent. Mais en 1991, Gisèle le quitte parce qu'il est trop laxiste avec les gosses et qu'il ne pense qu'à lui et à l'alcool. C'est quelqu'un qui a pas de caractère, c'est une évidence. C'est pas lui faire offense que de dire que c'est un suiveur, c'est pas un meneur. Après cette séparation, Patrick Gauvin parvient à décrocher un nouveau boulot. Il entre à l'OPAM comme gardien d'immeuble. Et c'est là qu'il dit « J'ai atteint le sommet de ma carrière. J'étais au sommet avec une certaine fierté. » Je me souviens à ce moment-là. Pour lui, il avait vraiment atteint un poste important. Quelque temps plus tard, Laurent vient habiter avec lui dans sa loge de gardien. Le gamin non plus n'a pas eu une enfance facile. Il y a une enquête sociale qui est demandée d'ailleurs par le principal du collège. Et il s'avère que la maman se livrerait à la boisson. Elle a le RMI, donc elle n'a pas beaucoup de ressources. Que ce RMI, elle le consacre plus à son intérêt personnel qu'à celui de Laurent. Et finalement, Laurent est livré à lui-même. Il est livré à lui-même au point qu'on le voit laver des voitures sur la voie publique.
pour se débrouiller, pour pouvoir s'alimenter même. Laurent est définitivement renvoyé de l'école à 16 ans. Il entre dans la vie active sans y être préparé. Son parcours professionnel, il est assez superficiel, là aussi, donc il n'y a pas de formation professionnelle. Tout au moins, on lui en propose une qu'il ne fait pas parce qu'il trouve que c'est trop difficile, il abandonne. Côté cœur, Laurent a 19 ans lorsqu'il croise le grand amour. Laurent, il rencontre une jeune niçoise, Cindy, dont il tombe amoureux. Bon, apparemment, ça se passe bien, elle aussi, elle tombe amoureuse. Et puis le couple décide de se mettre en ménage. Et très vite, Cindy met au monde une petite fille. Et puis assez rapidement, tout de même, les relations du couple se dégradent. Et donc la séparation va mal se passer. Il va être menaçant. C'est la fin de l'histoire. Cindy dépose plainte. Laurent l'a menacé de mort. Dominique, que racontent les casiers judiciaires des 3 accusés? Déjà, ils ont tous les 3 un casier judiciaire, Frédéric. Laurent Gauvin, le fils, condamné en 98 pour vol aggravé, tentative de vol aggravé, détention d'armes de 6e catégorie. Son père, Patrick, il est condamné, lui, en 93 pour violence volontaire avec arme. Écoutez bien ça. Il est allé au collège régler ses comptes avec un prof qui avait renvoyé son fils, parce que son fils se tenait mal en gymnastique. Donc le père y est allé avec un couteau pour le menacer. Et Dubois, il joue dans la même catégorie? Alors Dubois, c'est catégorie supérieure, lui. Il a un casier conséquent, multi-condamné. Il a commencé par des vols de cyclomoteurs, de motos, de voitures, coups et blessures volontaires sur sa voisine, qui était aussi son amie, violences et menaces de mort sur son père. Trafic de stupéfiants, usage de stupéfiants, on parle d'héroïne, et proxénétisme. Alors, lui, il a fait l'objet de tout un tas de procédures, il a fait de la prison, il a commencé très tôt, et c'est aussi un homme qui n'a pas eu une enfance tranquille. Philippe Dubois est né à Nice le 19 août 1968. Il a vécu une enfance heureuse et reçu une bonne éducation. Du moins, c'est ce qu'il dit. Il semble que son enfance ait été peut-être un peu chaotique, avec en tous les cas une forme d'incompréhension assez précoce entre notamment son père et lui. Il a une sœur, Philippe Dubois, et cette sœur, elle a des problèmes, elle est toxicomane, et donc elle va attraper le sida, et elle est handicapée. Donc c'est un souci majeur pour la mère, qui va plonger dans la dépression nerveuse. Philippe connaît vite des problèmes avec l'autorité. Il n'y a qu'au foot qu'il respecte les règles. Défenseur dans un club amateur, il est même plutôt bon. Mais côté études, c'est pas brillant. Il n'était pas promis au prix Nobel de physique-chimie. Et il était apparemment un peu réfractaire à l'autorité, voire à la discipline. Il commence à déraper, on va dire, à partir de l'adolescence, à peu près l'âge de 14 ans. Et à partir de là, ses fréquentations, notamment au lycée professionnel où il exerçait, où il était plutôt élève, on va dire, ont fait qu'il a été tenté par des camarades et surtout pour le gain de l'argent facile. Philippe Dubois enchaîne les bêtises, les séjours en prison et les petits boulots. Il tente sa chance dans la restauration à Nice, mais chaque fois c'est un échec. Et puis l'homme a une réputation qui lui colle à la peau. C'est quelqu'un de violent, il est donc décrit comme violent effectivement par tout l'environnement professionnel. Il est décrit comme violent par des voisins de l'immeuble où il habitait. Il est décrit comme violent à l'époque où il était au lycée, puisqu'il était très indiscipliné. Le tort de Philippe Dubois, c'est d'avoir voulu se faire trop respecter dans le quartier. Alors, il passait pour un petit caïd, et peut-être que les enquêteurs aussi, quelque part, se sont dit c'est un caïd de ce quartier, tout le monde le craint. Un caïd dans le quartier. Alors qu'à la maison, Philippe est un bon mari et un bon père. À l'époque, il vit avec Geneviève et leurs 3 enfants. Ils se sont rencontrés, ils étaient jeunes. Geneviève est un peu plus âgée que Philippe quand même. Mais bon, il avait 19-20 ans quand il a rencontré Geneviève. Et ils se sont mis en ménage. C'est le seul point de stabilité qui ressort, et c'est la seule chose qui a l'air d'être sincère, c'est cet attachement à ses enfants et à cette femme.
Voilà donc les hommes auxquels on a affaire, des pieds nickelés qui s'improvisent meurtriers. Reste à savoir quel est le rôle exact des uns et des autres. Le juge d'instruction organise une reconstitution. Le 20 novembre 2003, près de 2 ans après la mort de Francine et de Marc Véran-Raspini, tout le monde se retrouve sur les lieux. Un gros service d'ordre, évidemment, va être mis en place. Et donc, on va se munir de cagoules, de fusils, pour qu'ils nous expliquent comment ça s'est passé. La reconstitution commence sur la propriété Colline de Guéraud. Le cortège suit pas à pas Laurent Gauvin, qui, froidement, refait les gestes qu'il a accomplis ce soir-là. Laurent Gauvin joue totalement le jeu. Et il joue son rôle, à savoir, il étrangle Marc Raspini, il bascule dans la baignoire. Son complice fait couler de l'eau et en fait, il meurt et étranglé et noyé. Mais Laurent Gauvin refuse toujours de dire qui est son complice, le fameux troisième homme. Il maintient que ce n'est pas Philippe Dubois, et Philippe Dubois martèle la même chose. Il a compris que quelque part, il se passait quelque chose de grave et qu'il n'avait rien à voir dans ce dossier. Alors il a carrément dit « je ne veux pas participer ». Quant à Patrick Gauvin, il s'entête à minimiser son rôle. Mais la reconstitution démolit sa version et confirme ce que les policiers pensaient déjà. On s'apercevra que de toute façon, Marc Raspini était quelqu'un de costaud, que 2 hommes, ça ne suffit pas. Il manque le 3e homme pour faire le guet, pour amener les Serfex qu'on retrouvera sur les pieds de Marc Raspini. Et donc, forcément, le trio est constitué. La reconstitution continue avec l'agression de Francine et l'étape morbide de la fosse. Là encore, la version de Laurent ne tient pas. C'est une petite butte, mais c'est difficile. Un corps d'un homme de 90-100 kilos, c'est quelque chose qui est difficile à manipuler et on n'est pas trop de 3 pour pouvoir effectuer le transport. Nous aurons toujours un 3e homme qui est indispensable à la réalisation de l'agression. Et ce 3e homme, chaque fois qu'il est décrit, il n'y a pas assez d'imagination pour que ce soit quelqu'un d'autre que Philippe Dubois. Philippe Dubois qui connaît les lieux, qui connaît les victimes, qui n'a aucune possibilité de laisser les victimes vivantes puisqu'il risque d'être reconnu. Les policiers n'ont aucun doute, Philippe Dubois est dans le coup. La tâche sera rude pour la défense, mais depuis sa cellule et avec la nouvelle femme qu'il vient d'épouser en prison, Dubois se défend pied à pied. Philippe Dubois, c'est quelqu'un qui clame son innocence depuis son interpellation le 16 avril 2002. Il est arrêté dans une station-service près de Nice. Il ne cesse, à partir de ce moment-là, de clamer son innocence, de se défendre et de dire que c'est pas lui. Pour sa nouvelle épouse et ses avocats, tous les éléments que l'accusation présente à charge contre Philippe Dubois peuvent être retournés. Le mégot avec son ADN, par exemple, eh bien, quelqu'un aurait très bien pu l'apporter. Le mégot qui aurait été oublié sur les lieux, comme si quelqu'un qui connaît déjà la prison ne sait pas que sur un mégot on peut trouver de l'ADN et qu'avec l'ADN on peut remonter a fortiori à quelqu'un qui a déjà été condamné. Quant aux chèques dérobés au Véran-Raspini, si Philippe Dubois les a remplis, c'était uniquement pour rendre service à Patrick Gauvin, qui n'écrit pas très bien. Donc Philippe Dubois a effectivement renseigné les chèques, avec une naïveté, une imbécilité, permettez-moi l'expression déroutante. Mais si Philippe a rempli ses chèques, qu'il a fait de sa plus belle écriture, qu'il n'a pas fait plus attention que ça et qu'il a accepté du premier coup, ça prouve bien qu'il n'était pas coupable. Enfin, ça paraît évident. Quant à l'ordinateur de Marc Raspini retrouvé chez lui... Cet ordinateur, c'est un ordinateur qu'il a reçu en cadeau de la part de Patrick Gauvin lorsque ce dernier lui a demandé de renseigner les chèques qui provenaient d'un crime, mais dont Philippe Dubois n'avait bien évidemment aucune connaissance puisqu'il pensait que les chèques provenaient d'un cambriolage fait chez les Raspini. En tout état de cause, Philippe Dubois aurait eu le temps entre la révélation de la disparition de Madame Raspini et de son fils
et son interpellation et la perquisition qui a été effectuée à son domicile de faire disparaître cet ordinateur. Et la description que les policiers font de Philippe n'est pas cohérente. L'accusation dit que Philippe Dubois est quelqu'un d'intelligent et de manipulateur. Et d'un autre côté, l'accusation présente également comme élément d'accusation des choses qui participeraient d'un amateurisme qui semble à l'inverse de la description qui a été faite de Philippe Dubois. Un manipulateur, donc c'est bête ou intelligent. Pour les enquêteurs, Philippe Dubois, il est bête et intelligent, il est les deux. C'est-à-dire qu'à midi, il est intelligent, à 3h, il est bête. C'est un peu on pioche, hein, on fait comme on a envie, mais comme ça, on est sûr qu'il restera derrière les barreaux. La défense n'en démord pas. Philippe Dubois n'a rien à voir avec les 2 assassinats. 4 ans après les faits, le procès s'ouvre le 19 juin 2006 à Nice, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Les accusés comparaissent tous les 3 pour vol et assassinat. Ce procès s'ouvre dans une ambiance difficile, lourde. On sent déjà que la partie est jouée et qu'elle est pratiquement perdue. Et pourtant, ce n'est pas la partie civile qui complique la tâche de la défense. On pourrait avoir l'impression d'assister à un procès particulièrement lourd en émotions, lourd en sentiments, tellement nous sommes dans l'horreur et dans l'inimaginable. Mais paradoxalement, dans ce dossier, on a eu une espèce de ribambelle de victimes qui étaient parentes au xème degré et qui venaient manifestement récupérer un titre de justice pour pouvoir hériter des personnes décédées. Ce qui fait qu'il n'y avait pas la lourdeur qu'on pouvait imaginer dans le cadre de ce dossier. Ni pleurs, ni cris, ni dans la salle, ni dans le box. Laurent Gauvin est toujours le seul à reconnaître les faits, mais sans aucune émotion. Laurent Gauvin est quelqu'un d'apparence très froide, qui vient, il sait qu'il va prendre cher, il sait qu'il va être sanctionné sévèrement. Donc il vient pour assumer. Patrick Gauvin, le père, n'assume pas vraiment. Il reconnaît toujours avoir participé à l'expédition, mais de loin. Et devant la cour, il fait profil bas. Patrick Gauvin, c'est pas la grosse personnalité du dossier. C'est le faible. C'est celui à qui l'on demande de repeindre les murs en rouge, il va les repeindre en rouge. Il ne cherchera pas trop à comprendre. On a eu l'impression d'un papy un peu paumé. On se demandait un peu ce qu'il faisait là. C'était un peu un chien dans un jeu de quilles qui assistait à quelque chose qui lui dépassait manifestement. Quant à Philippe Dubois, il continue de crier son innocence. Il n'a pas tué les Véran-Raspini. Le problème, c'est qu'il passe pour le chef de la bande. Je vais être franc, il n'a pas de mal. Parce que vu le niveau, entre guillemets, des 2 autres, Philippe Dubois n'a vraiment pas de mal à se retrouver quelque part celui qui a l'ascendance sur les autres. Mais ça n'en fait pas forcément un assassin. Philippe Dubois passe effectivement pour le cerveau de la bande. Excusez-moi, mais quand on voit la façon dont cette expédition a été accomplie, j'ai du mal à trouver du cerveau là-dedans. J'ai du mal à trouver une réflexion intellectuelle haut de gamme pour parvenir au crime parfait, parce qu'on est très, très, très loin du crime parfait. Les débats se déroulent calmement jusqu'au 4e jour du procès. Là, coup de théâtre. Laurent Gauvin veut s'entretenir avec son avocat avant de faire des révélations. La présidente suspend l'audience, tout le monde se retire. Et au bout de quelques minutes, tout le monde revient et Laurent Gauvin se lève. Et devant tout le monde, et face à la cour, crie ouvertement « Philippe Dubois n'a rien à voir dans ce dossier. Celui qui était avec nous, c'est monsieur. » Et du doigt, il nous montre Kamel le jardinier. Et là, un brouhaha, le public. Moi, je vois les jurés se regarder et la présidente sourire. Mais le pauvre Kamel, lui, ne sourit pas. Eh ben, j'ai dit, c'est pas moi, j'ai rien fait. Moi, pourquoi, si j'étais là-dedans, pourquoi j'ai laissé mon adresse, pourquoi j'ai laissé mon numéro de téléphone, pourquoi j'ai resté à l'endroit quand moi, j'en ai pas les papiers, je me s'échappais. Mais moi, j'ai rien fait. Et fort heureusement pour lui, ce revirement de dernière minute n'est pas pris au sérieux. Personne n'y croit.
personne n'y croit. Donc, si vous voulez, c'est un coup de vent. C'est un coup de vent, c'est un coup de bluff qui, semble-t-il, n'a vraiment pas marché, quoi. On avait l'impression que cette accusation d'un nouveau jardinier maghrébin était un petit peu une répétition des grosses affaires de la Côte d'Azur. Cet événement a eu l'effet inverse. Parce qu'effectivement, ça aurait pu dédouaner Philippe Dubois. Mais ça n'a fait qu'aggraver son cas, parce qu'il avait tellement d'ascendant sur les autres que les jurés n'ont pas pu ne pas penser. C'est lui qui a dicté à Laurent Gauvin de dire ça. Les avocats de Philippe Dubois vont pourtant s'engouffrer dans la brèche et plaider l'acquittement au nom du doute. Mais ça ne suffit pas à faire tanguer les jurés. Le 23 juin 2006, ils reconnaissent les 3 hommes coupables d'assassinat et les condamnent à la réclusion criminelle à perpétuité. Dubois et les Gauvin font aussitôt appel. 2 ans plus tard, le nouveau procès se tient à Aix-en-Provence. Le procès d'appel a été abordé avec beaucoup d'espoir, bien évidemment, avec une défense nouvelle, en pensant qu'en changeant de région, la donne allait être différente. Mais à Aix comme à Nice, le verdict est le même. Coupables, tous les 3. Seules les peines s'allègent. Philippe Dubois est condamné à 28 ans de prison, comme Laurent Gauvin. Son père, Patrick, prend 25 ans. Maître Hervé Zuelgaray, vous êtes l'avocat des parties civiles dans ce dossier. Vous n'êtes pas intervenu devant la cour d'assises, mais uniquement au procès civil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait exactement? J'ai été chargé de défendre les intérêts d'une partie des héritiers, dans des conditions assez originales, puisque en 2003, lorsque la succession s'est ouverte, le notaire a tenté d'établir le règlement de cette succession. Et il s'est très rapidement aperçu qu'il n'y avait pas d'héritier direct, ni de Madame Veuve Raspigny, ni de son fils. Il a donc mandaté un généalogiste pour rechercher des héritiers. Le généalogiste est parvenu à identifier 12 cousins héritiers des consorts Raspigny, mais la difficulté était la suivante, c'est qu'il fallait déterminer l'ordre des décès pour précisément dire qui devait hériter de Madame Raspigny ou de son fils. Qu'est-ce qui a été décidé? Alors le notaire a, dans un premier temps, fait application de la loi des comourants, la théorie des comourants, à savoir très simplement que les plus jeunes sont censés survivre aux plus anciens. Ça veut dire que dans cette histoire, Marc serait mort après sa mère, le contraire de ce qu'a décrété la cour d'assises. Exactement. S'en est suivi une bataille judiciaire sur le plan uniquement civil, entre différents héritiers, ceux que je représentais, et une cousine éloignée, censée hériter, dans l'hypothèse où M. Marc Raspigny, décédé le premier, de la moitié de la succession dévolue dans cette affaire. Nous sommes allés jusqu'en cour de cassation pour faire juger que la mère était décédée avant son fils. Dans cette histoire, tout le monde s'est battu pour ce magot. Oui. Les lointains héritiers des Véran-Raspigny se sont donc partagés la maison, le terrain, les appartements à Nice, les livrets, du moins tous les biens qu'on a pu recenser. Parce qu'il reste une question, la mère et le fils cachaient-ils un magot que leurs assassins ont peut-être bien trouvé?